changement. Docteur Ayeshi n'est pas là? Donc, en fait, on va commencer ensemble, en fait, docteur, Oui. professeur Rahali, voilà. Donc, on va juste, je commence par quelques diapositives et docteur Zahir et docteur Ayeshi vont continuer. Donc, juste pour parler un peu de cette fameuse approche qui est quand même remonte à 10 ans maintenant, hein, au centre médico-sportif. C'est en 2012 qu'on a commencé à développer donc la consultation de posturologie. Beaucoup de personnes se demandent ce que c'est, beaucoup de personnes n'y croient pas. Et de plus en plus de sportifs viennent maintenant du bouche à oreille pour justement, quand ils présentent des douleurs, des phénomènes douloureux chroniques, des tendinopathies, mais aussi des blessures musculaires, ils demandent d'avoir cette approche donc posturologique. Donc c'est vrai que là, on va insister sur le système postural qui permet en fait à l'homme de se situer dans son environnement, de lutter contre la gravité grâce à différentes entrées, l'œil, l'oreille interne, le pied, la proprioception, la viscéroception. Et c'est vrai que c'est très important chez le sportif donc de l'aborder parce que en fait, surtout chez le sportif qui dépasse souvent certains mouvements basiques, eh bien cet examen et ce système postural va permettre de bien s'opposer aux forces extérieures pour essayer de s'équilibrer le mieux dans le mouvement, le guider, le renforcer. Et donc notre approche qui est un petit peu récente maintenant et qui sollicite beaucoup donc les médecins du sport, mais aussi donc les entraîneurs, fait appel à cette analyse des différentes entrées podales, rachidiennes, visuelles, dentaires, également ORL et un peu moins peut-être, mais quand même viscérales, pour toutes les interactions qu'il y a avec le système nerveux central et in fine sur le tonus musculaire. Donc on verra qu'il y a de nombreuses causes de troubles posturaux que l'on peut trouver par rapport à certaines asymétries innées, par rapport à certaines mauvaises postures. Et Dieu sait si nous avons de jeunes sportifs qui, pratiquant des sports asymétriques, ont justement ce genre de problèmes qui se développent, mais aussi dans des séquelles de traumatisme, de chirurgie ou autres. Et donc, pourquoi donc cette approche qu'on voulait partager avec vous chez les sportifs? Ben justement, c'est pour essayer d'éviter ces accidents musculaires répétés, mais également par rapport aux performances et la non-progression éventuellement des performances, d'où cette nécessité d'introduire maintenant la reprogrammation posturale. Donc, je vais passer la parole maintenant à Dr Aïch et Dr Zahar pour vous montrer le déroulement de cette consultation de posturologie qui fait intervenir les médecins du sport. J'y participe également. Dr Hayeshi notamment, mais les autres médecins du sport, ils adhèrent de plus en plus. Dr Zahar, qui est également vacataire, fait son analyse, bien sûr, sur le plan odontologique. Et nous avons avec nous donc les kinésithérapeutes notamment, donc Sofiane, pour faire les évaluations posturales et la rééducation posturale. Donc sans plus tarder, je leur passe la parole pour partager avec vous cette approche peut-être bizarre, mais très intéressante et en tout cas très positive. Merci, Madame Ziri. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de nous avoir associés à cette journée. Et on va parler un peu de notre approche posturale qu'on fait au Centre national de médecine de sport depuis maintenant 10 ans. Depuis 2012, on fait de la posturologie au Centre national de la médecine et des sciences du sport. En introduction, on peut dire que les sportifs peuvent souffrir de troubles musculo-squelettiques résultant d'une tension musculaire en excès. Cette tension peut mener à des déformations ou des équilibres musculaires ainsi qu'à une attitude posturale inadéquate. Les conséquences mènent souvent à une surcharge inutile du système musculo-squelettique, à la perturbation des mécanismes du contrôle postural et éventuellement à l'apparition de douleurs musculaires et articulaires. Je passe sur la définition, Madame Ziri a parlé un peu de la posturo, mais pour dire que le déséquilibre postural entraîne au niveau médical une souffrance et usure du cartilage, des douleurs au niveau du dos et des articulations, des tensions musculaires, des souffrances tendineuses et des claquages.
au niveau sportif, ça se répercute par une limitation inconsciente pour les athlètes, la limitation et un parasitage des gestes sportifs et des problèmes de timing influençant négativement les stratégies des entraîneurs et des troubles musculo-squelettiques ou des pathologies qui ont perturbé les entraînements et les préparations de plusieurs athlètes de haut niveau. Nous allons vous parler d'un cas clinique qu'on a suivi au Centre national de médecine et des sciences du sport. C'est une jeune fille âgée de 15 ans qui pratique l'escrime depuis 3 ans, qui présente dans ses antécédents des contractures musculaires multiples et récidivantes au niveau du quadriceps. Cette jeune fille est née d'un accouchement normal par voie basse. Le dernier motif de consultation était pour des douleurs au niveau du quadriceps avec des gonalgies gauche. L'examen posturologique montre une asymétrie de la ceinture scapulaire avec une chute de l'épaule gauche. Au niveau postérieur, on a un décollement de l'angle inférieur de l'omoplate. Enroulement des épaules en avant, la patiente elle est déjetée en avant, une asymétrie des angles de taille, une hyperlordose lombaire avec une flèche lombaire à 8 cm, un génuvarome à 4 travers de doigts et plus, et des rétractions musculaires multiples, notamment au niveau du psoas, des ischio-jambiers, les adducteurs, le quadriceps. Ils étaient tous rétractés. On avait aussi un blocage de la sacro-iliaque, une rétroversion du bassin et l'examen orthodontique présente un trouble de l'articulé dentaire, une ouverture en baïonnette et la dent numéro 46, c'est la dent causale de ce trouble occlusal. Et Dr Zahar vous dira tout à l'heure un peu plus sur ça. On a réalisé un test de Fukuda qui était réalisé, dévié vers la droite plus que la normale, l'angle de spin dépassait 30%. L'analyse des appuis plantaires sur podoscope montre des pieds creux premier degré. On a fait une évaluation sur Y-balance test. Cette évaluation permet de prédire de la stabilité dynamique des sportifs. Et chez cette sportive, elle a un LSI, un Leg Spin Index à 88%, qui est synonyme d'une instabilité dynamique aussi importante. On a aussi réalisé une évaluation isocinétique. On a fait l'évaluation sur l'ischio-jambier et le quadriceps et les ratios étaient très bas, si on peut dire, entre 0,4, parfois on atteint même 0,4 et 0,5%, dans les meilleurs des cas 0,6%, un seul cas dans les vitesses faibles. Et quand on a incriminé la dent avec Dr Zahar, on a anesthésié cette dent pour éliminer son action et on a refait le test isocinétique. Et là, on a une nette amélioration des valeurs de pic de couple, de temps d'accélération, de la puissance, et notamment les ratios qui se sont bien améliorés et qui sont redevenus normaux. Avant de passer à l'évaluation sur Satel, j'aimerais passer la parole à mon ami Dr Meher Zahar pour vous présenter le suivi qu'il a fait et je reviens pour terminer le Satel. Merci Dr Ayeshi. Alors, on va un tout petit peu voyager avant de revenir vers cette patiente. Madame Ayesh vient de vous présenter le cas de cette patiente. Moi, on va sortir.
Donc là, vous avez compris qu'on est en train de vous parler d'une pathologie et d'un examen pluridisciplinaire que nous pratiquons au centre médico-sportif depuis 10 ans, sur le service de Madame, du professeur Djeli depuis 13 ans maintenant, je pense, parce que c'était 3 ans avant, avec un ratio de patients qui tourne autour de 300 patients par an, je pense, au centre médico-sportif à peu près. Donc on a un recul qui est assez important et on a aujourd'hui des résultats cliniquement qui se défendent bien. Alors là, vous avez un joueur de volleyball, j'ai mis le volleyball parce que c'est mon sport, qui est en train de faire une réception. Si on essaie de l'analyser un peu plus, alors, vous allez comprendre que mon analyse n'est pas la même que la vôtre. Le deltoïde, c'est la canine. Le biceps, c'est l'incisive latérale. Le grand fessier, c'est la canine du bas. Le quadriceps, c'est une prémolaire du bas. Vous me suivez? Ou ça y est? Alors, donc vous avez dans la littérature énormément d'articles sur la correspondance dans muscles. Vous choisissez celui que vous voulez adopter. Il y en a beaucoup. Moi, personnellement, je travaille avec la correspondance de mon patron, donc la correspondance de Georges Perdry, mais vous pouvez en trouver partout. Et gardez-la en tête pour ceux qui pratiquent de la médecine du sport, parce que vous allez voir que vous allez rencontrer ça tous les jours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le système stomatognatique est le système le plus complexe du corps humain. D'abord, on a une seule articulation jumelle dans le corps humain, puisque les genoux ne sont pas une articulation jumelle, mais en plus, on a une seule articulation jumelle tridimensionnelle dans le corps humain. Vous n'en avez aucune autre. Et le mouvement mandibulaire est un mouvement par essence tridimensionnel. Je n'arrête pas de le répéter. On ne peut pas le décomposer en 3 mouvements. Non. Dans chaque mouvement, il y a une composante tridimensionnelle. Donc, gardez ça en tête. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose qui est simple. Pourquoi elle tourne pas? Oui. Non, non, c'est le mien. C'est le mien, il a bugué quand il ne fallait pas qu'il bug. أخرج وادخل. لعبش. هاو حطيته. هاو. Donc les deux sont ouverts. Parfait. Alors, donc je disais que le système stomatognatique intègre énormément de muscles, et vous prenez celui-là. Le digastrique, c'est un muscle en 2 faisceaux, relié par un tissu conjonctif qui suspend l'osioïde. Derrière ça, vous avez la propulsion et la rétropulsion de la mandibule. Vous avez tout le système lingual et vous avez la position de l'osioïde et qu'est-ce que cela implique comme équilibre musculaire. Je ne sais pas si dans la salle, vous connaissez des confrères qui savent traiter le digastrique ou au moins l'ausculter. Moi, ça fait quelque temps que j'essaie, je n'arrive pas. Et pourtant, c'est un muscle qui est très important. Et c'est ça, la finesse du système stomatognatique. Donc, il faut en tenir compte. Bien sûr, ça influe sur tout l'équilibre de la face, sur tous les organes vitaux, sensoriels que nous avons sur la face, à des degrés différents, de manière aiguë ou de manière chronique.
La clinique est le meilleur guide et l'examen est très important. Alors l'examen aujourd'hui, moi, ma conviction profonde dans médecine du sport ne peut être que pluridisciplinaire et complet. Après, il est aussi très, très important d'avoir des équipes qui ont mis en place des mécanismes de collaboration. Parce qu'on apprend à travailler ensemble. On ne peut pas improviser ça dès le premier jour. Ça vous donne des choses que vous rencontrez très souvent dans vos examens, des antérotations du bassin. Ça veut dire que vous avez une élévation d'un côté et une baisse de l'autre côté de la mandibule. Des rotations postérieures du bassin. Ça veut dire que vous avez une latéralisation de la mandibule et du condyle mandibulaire dans le condyle temporal. Une latérodéviation, vous allez avoir un côté du bassin plus élevé que l'autre. Pourtant, c'est tous les jours que vous voyez ça. Alors, ce que je vous demande de faire, et essayez de le faire, au moins, prenez la peine de vérifier si au moment où vous faites votre examen, votre patient a la bouche ouverte ou la bouche fermée. Vous allez tout de suite savoir si vous avez une interférence occlusale sur l'examen que vous êtes en train de réaliser ou vous n'avez pas d'interférence occlusale sur l'examen que vous êtes en train de réaliser. Et mettez-le sur votre dossier pour qu'après, quand j'arrive, moi, je viens dire, attention, il a un problème d'occlusion, vous revenez à votre dossier, vous me dites, non, attention, l'examen que j'ai effectué, je l'ai effectué avec la bouche ouverte. Donc, ce que j'ai pris comme informations cliniques sont des informations dans lesquelles l'occlusion n'a pas interféré. Ça commence déjà à donner beaucoup de... quelque chose qui est très très simple. Quand on met quelqu'un sur un podoscope, si on veut avoir uniquement une empreinte, une information sur les pieds, il faut que le patient soit en bouche ouverte. Sinon, vous allez avoir l'empreinte des pieds consécutive à l'occlusion dentaire, qui peut ne pas avoir de trouble, mais elle est consécutive à l'occlusion dentaire. Donc, je voulais vous emmener dans ce petit voyage-là pour vous dire combien c'est important de mettre en place cet examen postural. Sachant qu'aujourd'hui, un des grands axes de recherche en médecine du sport va justement sur cette période, j'allais dire, de non-exercice sportif. Un joueur de football, il touche la balle 30-32 fois dans un match. Il a, quand il est exceptionnellement intelligent et ainsi de suite, entre 1 minute 20 et 1 minute 30 de temps d'action à chaque fois qu'il touche la balle, des fois beaucoup moins. Et le reste, c'est des moments où il court, il se déplace, où il s'oppose à la gravité, où tout ce qui intervient est en rapport avec son équilibration posturale. Donc aujourd'hui, dans l'approche de la médecine du sport, on traite le joueur au moment de l'action, mais on traite le joueur au moment de son activité sportive qui n'est pas en rapport avec l'action dans le sport qu'il pratique. C'est totalement différent. Dans d'autres sports, dans le tennis par exemple, c'est aussi comme ça. C'est des temps énormes de déplacement, d'antigravité, et le système stomatognatique intervient beaucoup sur les déplacements, intervient beaucoup sur l'antigravité. Alors on revient à notre fameuse patiente avec Dr Ayeshi, c'est Rania. Et Rania, voilà la 46, donc Dr Ayeshi vous a déjà vendu l'information. Et qu'est-ce qu'elle a sur la 46? Elle a, vous le voyez très très bien ici, je vais vous le donner sur une autre diapo en grossissement, elle a un kyste appendiculaire. Pourtant, le traitement endodontique a été fait de manière presque correcte. Alors, je vais vous faire, c'est pas une confidence, je vais vous dire qu'est-ce que nous avons vécu avec Dr Ayesh et avec le professeur Zili sur nos athlètes de très très haut niveau. Et ce matin, je pense qu'entre nous, on a eu de très très belles discussions. Sur les derniers, sur ceux qu'on a vus être médaillés, être très très bien classés à l'échelle internationale sur les 5-10 dernières années. Pas comme ça. À vol d'oiseau, hier, on discutait, on en a 6 ou 7 qu'on a été obligé de traiter dans des gros cabinets d'endodontie à l'étranger. Parce que quand vous traitez un athlète de très très haut niveau, vous devez lui fournir la prestation médicale qui est au moins
équivalente à celle que reçoivent ceux contre qui il joue, si ce n'est mieux. Donc ceux que vous avez vus comme champions tunisiens ces dernières années sont tous passés par un gros cabinet à Paris, de spécialité endodontique, des fois avec de très très gros sacrifices. Il y a des athlètes qui sont splendides en Tunisie. Mais la deuxième partie de la phrase est la plus intéressante, c'est qu'aujourd'hui, il y a 7 ou 8 cabinets d'endodontie exceptionnellement compétents en Tunisie. Et donc, nous pouvons faire ça aujourd'hui. Le cas de Rania est en train d'être pris en charge par quelqu'un en Tunisie. C'est des cabinets qui nécessitent du matériel autour de 350 000 à 400 000 dinars. À peu près, c'est des traitements qui sont lourds, c'est des traitements qui sont coûteux. Mais pour dire qu'à chaque fois qu'on a besoin, il faut aller faire la meilleure thérapeutique possible, surtout si l'athlète se situe à ce niveau-là de l'exigence de performance. Ça, c'est d'une. De deux, l'atteinte endodontique est une atteinte carieuse qui a déjà beaucoup évolué. On peut prévenir les atteintes endodontiques quand on se place dans des procédures d'examen odontologique de prévention. Quand régulièrement, nos athlètes font tous les ans un examen complet avec une radiologie tridimensionnelle, très précise. Aujourd'hui, il y a des machines qui sont à 0,8 mm, à 0,3 mm même de précision, qui nous permettent de ne pas aller jusqu'à avoir recours à ce type de thérapie. L'atteinte endodontique peut être la cause de très grands troubles musculaires. Alors pour Rania, on a continué. On a fait donc le satellite, comme vous l'a montré docteur Zaïd Ayeshi. Donc ici, c'est Rania sur le satellite avec les yeux ouverts sans aucune intervention. Sachant que pour Rania, on a trouvé un trouble d'oculomotricité. Donc on a déjà sur l'examen clinique 2 portes d'entrée, une porte d'entrée dentaire et une porte d'entrée oculaire. Ce qui est très important à faire dans ce type de cas, c'est de déterminer quelle est la teinte primaire. Parce que, généralement, c'est la teinte primaire qui peut avoir créé la teinte secondaire, mais qu'il faut surtout traiter en première intention. Donc, sur le satellite, nous avons essayé de faire des raisonnements exclusifs pour voir si le trouble ophtalmique est à l'origine de son atteinte. Donc, un appui podal. Donc, ça, c'est yeux ouverts, ça, c'est yeux fermés. Le deuxième examen. Docteur Ayesh va vous donner encore plus. Je ne veux pas, pour qu'on ne déborde pas les uns sur les autres, vous donner plus de détails. Ici, on fait le satellite avec la position d'équilibration musculaire. Et du coup, vous voyez que la patiente s'est équilibrée. Là aussi, c'est très, très important. Pourquoi? Parce qu'ici, on met des cales. Et vous avez vu que je vous ai montré un kyste. Et un kyste appendiculaire sur une dent est une atteinte vascularisée. Donc, dès que vous faites une compression de cette dent-là, vous atténuez la vascularisation du kyste. Et donc, on a comme une impression, d'un point de vue clinique, qu'elle est soignée. Donc, l'examen avec les cales occlusales nous donne une meilleure position d'équilibre. Ce n'est pas parce qu'on a soigné la patiente, c'est parce qu'en mettant les cales, on a réduit la vascularisation du kyste et on a réduit l'élasticité ligamentaire qui se passe derrière cette inflammation. Ce qui n'est pas du tout la même chose quand on a un trouble occlusal. Donc vous voyez que c'est de la maîtrise très très pointue, mais c'est de la maîtrise qui nous permet. Ceci étant, Dr Ayesh ne l'a pas spécifié tout à l'heure. Je ne veux pas donner, je ne sais pas si elle a donné le sport, mais c'est l'une des meilleurs espoirs dans ce sport-là en Tunisie. Elle est minime B, donc elle a encore une année en catégorie minime. Elle joue les compétitions mondiales seniors. Donc nous sommes dans l'obligation de lui fournir la meilleure prestation possible pour que demain, je ne sais pas si elle va faire une carrière, elle ne va pas faire, mais ce qui est certain, c'est que la médecine du sport aura contribué à son développement. Elle n'aura pas... Alors après, qu'est-ce qu'on a fait? Comme on a une atteinte d'oculomotricité, on a fermé les yeux un par un pour voir qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas eu d'intervention. Donc ici, après les examens satellites, on a conclu
que l'atteinte primaire et l'atteinte dentaire. Donc il fallait, pour nous, mettre en place une démarche qui nous permet de confirmer que c'est une atteinte dentaire. On a fait justement le Cybex, on a fait 2 examens Cybex, un tout à fait normal, une évaluation musculaire tout à fait normale, le deuxième après anesthésie de la dent causale, donc en l'occurrence la première molaire du bas à droite, la 46. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que sur les ischio-jambiers, elle gagne 19, à faible vitesse, elle gagne 19,4% de puissance musculaire. Et elle rééquilibre ses ratios quadriceps ischio-jambier. Là, on a mis le doigt sur l'agent causal du trouble que nous avons et on a presque conclu sur la thérapeutique que nous devons faire. Alors, je vais intervenir tout à l'heure parce que c'est encore plus fin, on est allé plus loin. Mais avant ça, je veux m'attarder sur 2 points très importants. D'abord, c'est très important de faire des examens cycliques et la temporalité des examens dentaires. Aujourd'hui, les athlètes de très haut niveau, les corps constitués, les corps spéciaux, ont tous droit, d'un point de vue dentaire, à de la thérapie par cellules souches. Ne dites pas qu'on ne va pas y arriver, on va y arriver. On aura sûrement des athlètes de très haut niveau qui, même si nous ne sommes pas dans la capacité de le faire, ils iront le faire ailleurs pour que l'évolution de la lésion carieuse ne puisse pas atteindre les racines et ne puisse pas être radiculaire. Donc ça, c'est pour l'endodontie. 2, quand vous avez devant vous une radio où il n'y a rien, là, vous avez devant vous une radio où il n'y a strictement rien, sauf une dent qui a été extraite, 2 dents exactement, qui ont été extraites, à savoir la 26 et la 28. Un état parodontal normal, une bouche tout à fait normale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça, c'est la radiographie d'un joueur de football de la division nationale qui a fait une rupture du ligament croisé. Et la cause de la rupture du ligament croisé, c'est cet odontome. Alors ici, je crois que vous voyez la flèche. Vous voyez la flèche? Il y a un pointeur ici. Non. Je vais vous le montrer, c'est pas grave. Il est là. Pas une dent sagesse, c'est un odontome, c'est une dent surnuméraire. C'est cette dent surnuméraire qui a causé un trouble de la mobilité mandibulaire, qui a causé un verrouillage antéro-postérieur unilatéral, qui a provoqué, qu'est-ce que c'est que la lésion du ligament croisé antérieur? C'est une lésion d'une structure de soutien du genou dans un sens antéro-postérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Le croisé antérieur, sa mission primaire est l'antéro-postérieur. Ben, l'antéro-postérieur, je suis désolé, mais je suis preneur. Si quelqu'un arrive à m'expliquer comment on peut faire de la mobilité antéro-postérieure sans qu'elle soit suivie par la mobilité mandibulaire, je suis preneur. Ça n'existe pas. En rentrant ce soir chez vous, prenez le temps de vous mettre devant un miroir, essayez d'avancer en antéro-postérieur votre bassin, votre genou, vous allez voir que systématiquement votre mandibule, elle suit. Si la mandibule bloque, ne vous étonnez pas que le genou supporte le maximum de charge. Et je fais un aparté médical dans une salle fermée en médical. Je suis désolé, il y a eu énormément trop de croisés en Tunisie d'origine dentaire. Je ferme l'aparté. Hein? On retourne au muscle. On n'est pas dans l'articulaire aujourd'hui. Tout à fait. Alors, donc c'était ça. Donc quand on fait un examen préliminaire, il faut faire un examen préliminaire par un opérateur aguerri et averti. Aujourd'hui, il y a de l'expertise. Un peu partout, il y a même des opérateurs qui travaillent à distance. Enfin, pour revenir au muscle,
Un muscle dystrophié ou atteint n'a pas de capacité de cicatrisation égale à celle d'un muscle sain. Un muscle atteint par un déséquilibre postural se comporte comme un muscle dystrophié ou atteint. Le temps de cicatrisation est multiplié par X, mais il est plus lent. Vous ne pouvez pas demander à un muscle. Alors après, c'est encore plus grave, parce que si l'atteinte posturale est très ancienne, je peux vous montrer des échographies de muscles, il n'y a pratiquement plus de fibres, il n'y a que des infiltrats graisseux. Ne lui demandez pas de réagir à une lésion musculaire comme un muscle sain. Donc, avant de se demander pourquoi tel joueur met beaucoup de temps pour cicatriser, pourquoi tel joueur récidive, allez explorer autre chose que les examens classiques que nous sommes en train de faire. Et j'ouvre une autre parenthèse. Avec Dr Hermisa, on a exploré ça, on l'a utilisé dans un point de vue thérapeutique et on a eu des résultats exceptionnels. On a réduit les temps de cicatrisation musculaire d'une manière très très importante. Parce que on a levé le verrou qui est à l'origine du déséquilibre anatomique du muscle. Alors bien sûr, en posturologie, la temporalité est très très importante. Je vous montre un cas d'un athlète de très très haut niveau tunisien. La diapo en haut, à gauche, l'état initial, après anesthésie d'une molaire, le second état, après anesthésie de 2 molaires, le 3e état. Aujourd'hui, concordance totale entre le centre de gravité arithmétique, j'allais dire, sur le satellite, et le centre de gravité clinique. Athlète qui ne nous pose plus aujourd'hui aucun problème de blessure musculaire. Bien sûr, tout ça n'a pas été fait du jour au lendemain. Entre la première prise et la prise du bas, vous avez grosso modo à peu près 18 mois. Il y a un temps de cicatrisation musculaire. Il est dépendant en premier lieu du degré d'atteinte et de l'ancienneté de l'atteinte. Si vous avez une atteinte qui incrimine plusieurs chaînes musculaires, vous ne pouvez pas récupérer l'athlète dans les 3 semaines ou dans les 6 semaines qui suivent. Il y a un temps de récupération. Alors bon, on va beaucoup plus loin aujourd'hui parce que moi je travaille sur l'imagerie numérique. Donc les athlètes, aujourd'hui c'est très simple. Une équipe de football du championnat d'Europe que nous regardons tous, toutes les semaines, sur le terrain, sur le banc de touche, vous avez un disque dur externe qui est dans la poche du médecin, dans lequel sont enregistrées toutes les empreintes numériques de tous les joueurs qui sont sur le terrain. Je vous rappelle juste, entre parenthèses, qu'en 98, l'équipe de France qui a remporté le championnat du monde avait des empreintes physiques en plâtre sur le bord du terrain, la fameuse valise, la valise. Aujourd'hui, c'est remplacé par un disque dur externe. J'en fais exactement la même chose en Tunisie. Moi, les athlètes que je suis, j'ai leur enregistrement numérique systématiquement tous les 6 mois. On n'est pas les seuls à faire des enregistrements numériques. Les Égyptiens l'ont fait avant nous. Donc on n'est pas en train de créer énormément de choses. On est en train de reproduire ce qu'ont fait les Égyptiens. Sachez que le temps est très important. Le sport peut être une excellente thérapeutique si on met le corps dans les meilleures conditions pour le faire. L'importance du diagnostic, et l'importance du diagnostic passe aussi par le diagnostic causal et, bien sûr, la temporalité est très très importante. Je laisse la parole à Dr Ayeshi. Encore 2 minutes. Désolé, Dr Ayeshi, mais c'est Zahar vous a volé tout le temps. لا مش هيك ما تبعك سي هيك لا مش تبعك سمحت سمحت
je continue à présenter. On va juste continuer en moins de 2 minutes. La conduite à tenir chez le suivi de notre athlète, le cas clinique qu'on a déjà présenté. Donc, pour dire que cet athlète a eu des évaluations sur plateforme stabilométrique et on a commencé par la suite le traitement. Elle a été traitée, bien sûr, sur le plan dentaire, sur le plan ostéopathique. Elle a fait de la rééducation posturale globale. Donc, sur la plateforme Sattel, on a la posturographie statique et on évalue les sportifs en statique et en dynamique, les yeux ouverts et les yeux fermés. Et je vais passer sur la théorie. Donc, les enregistrements donnés par le Sattel, les paramètres calculés sont le stabilo-kinésiogramme, la longueur des parcours d'équilibration, la fréquence des oscillations posturales, les paramètres de position moyenne des centres de pression et la vitesse de déplacement du centre de pression. Ces paramètres sont calculés et comparés à des valeurs normalisées et ça nous donne ces chiffres-là. Et nous avons, ça c'est le premier test réalisé, les chiffres sont en rouge, qui sont pathologiques, sont en rouge. On voit ici la surface, la notion de surface d'oscillation qui est très importante. Et elle a la surface qui est plus importante. On a aussi un coefficient d'harmonie qui n'est pas normal et l'amplitude sur l'axe des X. La surface, il y a aussi la notion de longueur en fonction de la surface. C'est la longueur en rapport avec par unité de surface corporelle. Et en yeux fermés, notre sportif avait un déséquilibre, comme on a dit, qui est objectivé par le coefficient de Ramberg qui est à 0,75. Elle a été suivie, elle a fait la rééducation. Je passe rapidement quelques tests qui ont été réalisés. À mi-chemin, on a fait aussi, en plus de la rééducation posturale globale et l'équilibration posturale, on a fait le traitement orthodontique et nous voyons que les tests réalisés, au début, nous avions la surface et le coefficient de Ramberg qui étaient pathologiques. Lorsqu'on a fait les tests du milieu, lorsqu'on a fait les cales dentaires, les chiffres se sont normalisés. Et après le traitement, on a une très nette amélioration. On continue à traiter notre sportif. Et pour terminer, je peux conclure que la posturologie est indiquée en médecine de sport pour évaluer la capacité d'un sportif à tenir debout lorsque sa performance est associée à l'équilibre ou à la précision. Dans l'avenir, la principale façon d'améliorer les performances de sportifs de haut niveau sera de reprogrammer son système postural. La posturologie se travaille en équipe. On ne peut pas faire de la posturologie tout seul. Elle associe les médecins de sport, les ophtalmos, les podologues, les chirurgiens dentistes, les médecins physiques, les orthoptistes. C'est un travail de toute une équipe. Et pourquoi on dit ça? Parce que à chaque capteur, Dr Dziri a démontré au début les différents capteurs. Donc, chaque capteur a son praticien et son spécialiste. Et on doit travailler en collaboration et travailler ensemble pour le bien de nos sportifs et pour les aider à améliorer leurs performances. Et comme a dit Dr Zahar tout à l'heure, on est très fiers de voir des sportifs avoir des résultats à l'échelle mondiale, à l'échelle olympique, à l'échelle internationale, qui étaient nos patients et qui étaient traités en posturologie. Et après, on voit ça. On est fiers de le dire et on peut dire qu'on a participé à la performance de nos sportifs. Merci pour votre attention. Merci.